soit bon, les carnets. Mode improvisation, mais improvisation totale. Tu vois, dimanche, j'ai fait 2 épisodes, là, ça me tarabuse cette histoire de miroir approché, là, de la bouche de Napoléon. Je fais 30 minutes le matin, plus sur les images, intelligence artificielle, puis après, l'après-midi, plus sur ces questions de rapport aux morts. Bah, tu vois, deux d'un coup, après, je me suis mis à patiner un peu dans la small. Ce matin, j'ai rien mis en ligne. Et tout d'un coup, t'as une espèce de manque, t'as une espèce de... Est-ce que je serais encore capable de mettre en ligne un carnet, tu crois? Et puis, bah, tu as toujours quelque chose qui vient à ton secours. Alors, on est mardi, ça veut dire que ce soir, je fais atelier d'écriture en direct, ça s'appelle Les Mardis de Pierre Livre, et justement, on va avoir un petit peu de Sandrard à bord. Sophie Lucas, on est les gens, plus Sandrard. Et tout à l'heure, là, en allant rechercher la poubelle bleue, remettre la poubelle jaune, je regarde dans la boîte aux lettres s'il y avait quelque chose. Bon, j'attends rien, mes potes. Et ouais, gros truc. Wow, 1200 pages. Avec des photos. Des photos de... Je suis sûr qu'il y a des photos de... Oh, le voilà. Michel Butor. Alors, est-ce que c'est une surprise? Ben, pas tant que ça, mais c'est venu là dès le mois de septembre. Alors, Butor, évidemment, c'est publié par exemple Transit, Boomerang, mais ces trucs-là, on les trouve plus. Je fais une vidéo là-dessus. Boomerang, j'ai pu me le procurer, mais autrefois, c'était pas là. Mais c'est des trucs que les bibliothèques, en fait, se défaussent, les bibliothèques, pourvu que les bonnes soupes habituelles, ça c'était la BCP du Cher, tu vois, et c'était l'exemplaire numéro 978, et bien maintenant j'ai mon Boomerang, et Transit, lui vient de quelle bibliothèque qui avait fait son dégazage? Non, ça c'est les bateaux qui avec leur soupe polluante, donc pour les bibliothèques on dit désherbage, et j'ai hérité d'un code barre, ils en ont même mis un là, et ah ouais, il y a un tampon, parce que si tu mets pas un tampon, tu comprends, t'es pas dans la loi. Et là, lui, c'était les bibliothèques de Blanquefort, près de Bordeaux. Alors voilà, comme ça. Puis celui-là, occasion, là, ça, tu vois, ça c'est l'étiquette Gibert. Donc pour moi, évidemment, Butor, j'ai toujours été dans mon compagnonnage, mais à un moment donné, tu te dis, comment je peux travailler sérieusement? Et à la différence, donc c'est Mireille Kahl-Gruber, sous la direction de Mireille Kahl-Gruber, qui a fait aussi cette biographie de Claude Simon, qui est évidemment un repère, et qui a fait à la différence, qui a installé à la différence l'œuvre complète de Michel Butor en 10 tomes. Et on les trouve encore, certains, là, justement, puisque enfin j'ai celui-ci, je viens de me commander Matière de rêve. Alors, Matière de rêve, j'en vois, mais je les ai dispersés, et je veux l'avoir comme ça. Par contre, 10 volumes à 50 balles, franchement, non, je pourrais pas. Donc, mais petit à petit, avec l'occasion, ça va. Alors, j'avais commandé Recherche, parce que Recherche, c'est le tome 10. En gros, c'est tout ce qu'elle n'a pas su mettre ailleurs. Mais ça, c'est composé, écrit sur divers sujets, paysages planétaires, éloge de la boîte aux lettres, écrire est un geste, oh, notre cycle geste, parade des parures. Bon, je n'ai pas encore exploré ça. Et puis ensuite, tu as une suite qui s'appelle Écrit sur la littérature, une suite Écrit sur la peinture. Alors ça, je savais, je l'attendais, c'est ça que je voulais voir. Et enfin, tout un ensemble qui aussi, moi, m'a déterminé, Écrit sur la photographie. Parce que dans la petite anthologie, la anthologie nomade que NRF a fait des poèmes de Butor, ben justement, il y avait un texte qui vient de ces trucs. Alors, ben, la bouche en cœur. Tu cherches là, en ligne, Amazon, Fnac, De Citre, tu vas le trouver. 10 recherches. En plus, c'est rigolo, ça fait X recherches. Simplement, non, au bout d'un moment, tu reçois un message. Ah non, on ne l'a pas. Bon, tu essayes à la Fnac, t'attends une semaine. Ah bah non, il est marqué dans notre catalogue à vendre, mais on ne peut pas l'avoir. Bon, t'essayes De Citre. On est déjà moins dans les grosses plateformes De Citre. Puis au bout de 10 jours, ah non, c'est bien, on va vous rembourser parce que, oui, il est sur notre catalogue, on peut le commander, mais on ne peut pas l'avoir.
Bon, alors là, je passe à l'occasion et je le trouve. Alors évidemment, tu le trouves à des prix comme tous ces trucs d'occasion, mais j'en avais trouvé un, donc à neuf là, 49 balles. J'en ai trouvé un à 75. Bon, déjà, ça tirait un peu, mais je le voulais, je le voulais, je le voulais. Il y a un message de quelqu'un gentil, là, parce que j'avais mis sur Facebook, tiens, enfin, j'ai mon recherche. Il dit, mais pourquoi vous n'allez pas à la Bibliothèque nationale? Bah ouais, bah tu vois, déjà payer 40 balles de TGV, et puis aller passer la journée dans le froid, là, et puis obtenir une autorisation d'aller à la Bibliothèque nationale, que je sais même pas comment, qui me laisserait rentrer là-dedans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et moi, je fais les trucs ici, je travaille là. Regarde. On est la nuit. Qu'est-ce qu'il faut à un homme pour vivre? Le temps d'aller à sa mort, là c'est bon, tout est prêt. La nuit, et sa petite boîte à livres. Peut-être que j'ai regardé les prix en ingénierie civile pour qu'au lieu d'un petit machin à cercueil, on me découpe ça et qu'on fasse, tu vois, ce gros comme un conteneur en gros, et qu'on découpe à la pelleteuse dans un coin là, et puis qu'on me fasse ma tombe là, et je serai là comme ça, assis droit sur mon bureau. De toute façon t'es raide, ça va, il suffit de s'accrocher un peu, et puis qu'autour, bah, t'aurais juste ça qui serait comme ça. Des fois je gamberge comme ça, bon, c'est pas grave. En tout cas, recherche, eh ben, c'était le 1er décembre. Vous voyez, il y avait déjà eu du temps. C'était livraison le 29 décembre. Bon, d'accord, sur le 29 décembre, rien. 5 janvier, rien. 10 janvier, rien. 15 janvier, rien. 20 janvier, rien. 25 janvier, alors j'écris, là, à la boutique d'occasion, je découvre qu'elle était à Toronto. Et j'envoie un message à Toronto, non, le truc non livré. Ils ont été super. Ils ont remboursé immédiatement, parce que tu fais la commande par Amazon, et Amazon, bon, quand tu réclames un truc non livré, ça passe par eux, et c'est seulement à la réponse que tu sais qu'en fait, ils venaient de Toronto. Et gentiment, bon, tout de suite, j'ai reçu, justement, les 75 balles que ça m'avait coûté. Et j'en retourne sur l'occasion, et là, j'en trouve un, justement, 60. Donc déjà, j'avais gagné quelque chose. Et celui-ci, 1er février, là on est le 26 février, et il est arrivé. Il est arrivé, attends, j'avais la facture, est-ce que c'est ça? Non, ça c'est l'ordonnance, parce que j'ai changé de lunettes, ça vous en fichez un peu, hein. Et en même temps, ça compte parce que, tu vois, c'est pas que la vue avait évolué, c'est que ces espèces de verres, là, qui sont tout en plastoc, au bout de 2 ans, 3 ans, moi, ça faisait 3 ans pile, et commence à devenir jaune. T'as l'impression d'être dans du brouillard en permanence. Ah, là, j'ai retrouvé la lumière. Voilà, Paper Cavalier, 61 Greenpoint Avenue, Suite 106, Brooklyn, New York, United States. Bonjour, thanks for your purchase. If you encounter any problem, etc. Biscuit Factory, Block Unit. Ah ouais, ils ont une agence Drummond Road à Londres. Et en fait, c'est de Londres qui m'a été posté. Ouais, j'ai recherche 10 de Butor. Et c'est quand même dingue, quoi. C'est-à-dire, toute cette masse-là de 1200 pages de texte qui fouille la littérature, qui fouille la peinture, qui fouille la photographie, publié avec le concours de la région Île-de-France, 2009, c'est quand même pas si vieux, ça fait 15 ans. Et puis celui-là, il n'est pas sur les banques pirates, il commence à y en avoir. Bon, peut-être qu'on va s'en occuper, mais je l'ai. Et qu'est-ce qu'on perd à perdre ça? C'est l'amitié de Michel Butor? Non. Alors tout d'un coup, je commence à l'ouvrir, feuilletage comme ça, et là, première chose, je précise que si on a retrouvé de nombreux ouvrages de Gustave Le Rouge, on n'a retrouvé aucun de ceux qui figurent dans cette liste. Gustave Le Rouge. Les ouvrages perdus de Gustave Le Rouge. Écoutez Sandrard. Gustave Le Rouge, mort il y a quelques années, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, est l'auteur de 312 ouvrages. En tout cas, c'est le nombre de ceux que je tenais de sa main et qui figuraient dans ma bibliothèque pillée en juin 40. Donc attention, Sandrard, il a toujours été un petit peu menteur quand il s'agit de fiction et tout ça, dont beaucoup en plusieurs volumes
et l'un, le mystérieux docteur Cornelius, ce chef-d'œuvre du roman d'aventure scientifico-policière en 56 livraisons de 150 pages, et d'autres ne sont même pas signés, Gustave Le Rouge, travaillant souvent pour les éditeurs de 17e ordre. Il donne des exemples. Des gros volumes dont une clé des songes, un livre de cuisine que j'ai recommandé à tous les gourmets de ma connaissance, un miroir de magie, et dans des cahiers à peine brochés, souvent une simple feuille imprimée, pliée en 4, en 8, en 16, qui se vendait 2, 4, 10 sous, et était criée par des camelots aux bouches du métro le samedi soir. Je parle du temps antédiluvien d'avant 1914, le langage des fleurs. Choisis ta couleur. Je te dirai qui tu es. Comment coller les timbres-poste pour exprimer ses sentiments. L'art de se tirer les cartes, les lignes de la main, le grand Albert, le petit tarot, etc., etc. Et alors c'est là, Butor les cite, mais moi ce passage, mais évidemment, quand tu lis Sandra, Gustave Le Rouge devient une image, et puis je vais entrer un peu plus. Alors Sandra, moi il y a toujours ce aujourd'hui là qui est un peu chez De Noël, tout ça, parce que tout ça c'est pareil, pour l'avoir en complet, La main coupée, évidemment le lotissement du ciel, avec ce fabuleux texte de Doisneau, texte de Sandrard qui devait accompagner, banlieue de Paris, les photos de Doisneau, Bourlinguet, sommet, Bourlinguet, et poésie complète que j'ai sortie parce qu'on va s'en servir ce soir. Et à un moment donné, j'étais passé aussi aux Pléiades pour avoir un texte sur New York, son premier texte sur New York. Et là, c'est dans les œuvres autobiographiques, et c'est là qu'il y a L'homme foudroyé, que j'ai aussi en poche ailleurs. Bon, je ne vous embête pas avec ça, mais c'est dans L'homme foudroyé qu'on a ces visites ou ces échanges. Et tout d'un coup, toi, merde, moi je me croyais être dans ma propriété personnelle. Moi je gambergeais dans mon lien avec Sandrard sur le fait que Sandrard, quand il me parlait de Gustave Le Rouge, il me parlait de quelque chose très secret sur ma relation à l'écriture. Et puis là, tu découvres Butor. Eh ben, Butor, il était là, au même endroit. Il avait découvert ce truc-là, lui aussi. Et tout d'un coup, tu vois, c'est tout petit, nos petites joies. Bah écoute, elles sont toutes petites nos joies, mais elles sont rien qu'à nous, aurait dit ma grand-mère, qui avait certainement pas lu ni Butor ni Sandrard. Il se laissait aller à son démon, faisant appel à la science, à l'érudition, non par vain étalage encyclopédique. Le Rouge avait lu tous les livres et annotait toutes les thèses d'université. On voit vraiment le mythe, dit Butor, se mettre à bouillonner. Et les revues techniques ou spécialisées, là, mais c'est Jules Verne, il faisait pareil, dont il recevait journellement une quantité prodigieuse, mais pour détruire l'image, ne pas suggérer, châtrer le verbe, ne pas faire style, dire des fêtes, rien que des fêtes, le plus de choses avec le moins de mots possible, et finalement faire jaillir une idée originale, dépouillée de tout système, isolée de toute association, vue comme de l'extérieur, sous 100 angles à la fois, et à grand renfort de télescopes et de microscopes, mais éclairée de l'intérieur. Est-ce que là tu comprends pourquoi Blaise Sandrard, pour nous, bon. Mais Butor, c'est ça aussi ce plaisir. Est-ce que je rejoins Butor là comme dans Boomerang? Probablement pas. Je le lis comme je lis justement son rêve de Baudelaire. Ou, je lis comme une espèce de communauté qui me promène et qui m'aide à comprendre et distinguer ce qui, pour moi, est important. Alors, je vais vous reprendre un petit peu, bon, c'est relativement court, j'ai trouvé un autre texte aussi, je reviendrai à tout ça. Le texte qui s'appelle « La connexion littéraire ». Alors, Butor, parlant de Sandrard, et à l'intérieur, on va parler de Gustave Le Rouge. Je vais pousser un peu mon truc. Le texte s'appelle « Du pseudonyme à l'anonyme », à propos de documentaire au pluriel. C'est un titre de Sandrard, mais on va tout de suite en parler. Écoutez Butor. Tous les écrivains sont inégaux, surtout les écrivains très abondants.
Bon, moi, rien que ça, après, tu te dis, bon, j'ai gagné ma journée. Là. Prends ta bagnole, va faire ce que tu as à faire, mais emmène cette phrase avec toi. Et tous les écrivains sont inégaux, surtout les écrivains très abondants. Et t'as assez pour ta journée. T'as assez pour les 60 balles que ça t'a coûté. Mais pour Sandrard, pseudonyme de Frédéric Sauser, j'ai l'impression que les choses vont plus loin, ce qui est lié à un certain nombre de problèmes dans la structure de la personnalité psychologique et littéraire de Sandrard. Artillerie lourde. Pour mieux poser ces questions, je suis amené à rappeler un des épisodes les plus romanesques, les plus connus des études sandrartiennes. Ah ouais? Moi je croyais l'avoir découvert moi tout seul. Sandrard, après la guerre de 14, publie un recueil de poèmes intitulé Kodak. Lors de la réédition de ce recueil, la maison Kodak ayant fait un procès, le livre change de titre et s'appelle Documentaire, au pluriel. C'est de cette façon qu'on le nomme aujourd'hui. Lors de cette republication, Sandrard ajoute une préface. Au moment de mettre sous presse le présent volume, nous recevons des éditions Stock une lettre dont nous extrayons le passage suivant. Paris, le 25 mars 1933. À la réception de cette lettre, j'avais bien pensé débaptiser mes poèmes, intitulés Kodak, par exemple, Pâté Baby, le nom du projecteur. Le cinéma qui devient transportable. Mais j'ai craint que la puissante Kodak & Co. Limited, au capital de je ne sais combien de millions de dollars, m'accuse cette fois-ci de concurrence déloyale. Pauvre poète, travaillons. Qu'importe un titre, la poésie n'est pas dans un titre, mais dans un fait. Et comme en fait ces poèmes que j'ai conçus comme des photographies verbales forment un documentaire, je les intitulerai dorénavant documentaire. Ouais, mais vous avez vu la phrase. La poésie n'est pas dans un titre, mais dans un fait. Bam. Continuons. Et comme en fait ces poèmes que j'ai conçus comme des photographies. Rebom. C'est peut-être aujourd'hui un genre nouveau. Je rappelle cette préface à cause de sa date. En effet, c'est très peu après que dans L'homme foudroyé, reprise de Butor, Sandrard va déclarer qu'un de ses livres de poèmes est en réalité un découpage dans les œuvres d'un romancier populaire qu'il admire, Gustave Le Rouge. Là, retour, citation, Sandrard qui parle. Et Butor va lever un autre lièvre. Ça, moi, ça ne m'était pas apparu. C'est-à-dire qu'il raconte ça dans L'homme foudroyé uniquement après la mort de Le Rouge. Qui va le contredire? Eh bien des années plus tard, alors qu'en toute candeur, le polygraphe vieillissant qui toute sa vie durant avait été à la traîne de l'école symboliste et comme tenu en marge du Mercure de France, voyait son ambition se réaliser d'être enfin pris au sérieux, d'entrer de plein pied dans la littérature avec un grand L, ce rêve de tous les feuilletonistes et de milliers de journalistes. Les nouvelles littéraires, lui ouvrant ses colonnes en première page, tout comme à Paul Léotot, j'eus la cruauté d'apporter à Le Rouge un volume de poèmes et de lui faire constater de visu, en les lui faisant lire, une vingtaine de poèmes originaux que j'avais taillés à coups de ciseaux dans l'un de ses ouvrages en prose et que j'avais publié sous mon nom. C'était du culot. Mais j'avais dû avoir recours à ce subterfuge qui touchait à l'indélicatesse et au risque de perdre son amitié pour lui faire admettre, malgré et contre tout ce qu'il pouvait avancer en s'en défendant, que lui aussi était poète. Sinon, cet entêté n'en eût jamais convenu. Avis aux chercheurs et curieux, pour l'instant je ne puis en dire davantage pour ne pas faire école et à cause de l'éditeur qui serait mortifié d'apprendre avoir publié à son insu ma supercherie poétique. Cependant je riais, j'entraînais l'ami Le Rouge boire mes droits d'auteur chez Francis, place de l'Alma, près de chez moi, chacun un magnum de champagne et du bon. Mais durant toute la soirée, Le Rouge resta rêveur. C'était bien son tour. Je l'avais sacré poète, lui, le timide handicapé. Il n'en revenait pas. Retour à Butor. Ce passage, lors de sa parution, n'a eu aucun écho. C'est seulement quelques années plus tard que Francis Lacassin, quelqu'un Lacassin, vous savez, les 3 bouquins Lovecraft. Alors évidemment, des textes que maintenant, nous, sont obsolètes, périmés. Il a fait corriger des premières traductions formidables de Jacques Papy, mais elles-mêmes sur des textes châtrés, etc. Mais c'est Lacassin qui s'intéressait déjà depuis longtemps comme spécialiste du roman populaire, ce que Lovecraft n'est pas,
à l'œuvre de Gustave le Rouge, qu'il avait retrouvé en partie, décide de chercher exactement à quoi il est fait allusion ici. Si ce texte de l'homme foudroyé n'a pas attiré l'attention à l'époque, c'est que cet ouvrage est caractéristique des grands textes tardifs de Sandrard et qu'on peut appeler pseudo-biographiques. Par contre, sur le Pléiade, ils ne mettent pas œuvre pseudo-biographique, ils mettent œuvre autobiographique. Pas grave. Et pourtant, tout est là, tout est là, tout est là. Il y a bien en effet chez lui un développement remarquable de la pseudonymie. Et là, vous allez voir Butor Funambule. Bien des écrivains ont travaillé sous pseudonyme. Certains les ont multipliés. D'ailleurs, on peut dire que dès qu'il y a écriture de romans, il y a pseudonymie, puisqu'il y a des narrateurs qui vont parfois se superposer les uns aux autres. Mais dans la plupart des cas, le pseudonyme reste suffisamment simple, se tient à sa place, même dans les cas de pseudonymie multiple. Et tout le monde en chœur, Pessoa. Ben non, comme chez Kierkegaard et Pessoa. Dans certains cas, des biographies sont données à ces pseudonymes. Oh, Volodine, que n'a pas connu Michel Butor. Alors que le contraire, certainement. Chez Sandrard, le pseudonyme se développe en une pseudo-biographie. Et tout le côté mythomanie ou mystification doit être compris à l'intérieur de cette dimension. Cette pseudo-biographie se développe de plus en plus à partir du moment où la main est coupée. La main coupée. Cette coupure va être vécue comme celle entre le personnage d'état civil et le pseudonyme. C'est cette différence qui explique en grande partie l'inégalité de la production littéraire de Sandrard. Il n'arrive toujours pas à être à la hauteur de son propre personnage et de la biographie qu'il lui attribue, toujours liée d'ailleurs à la biographie civile de toutes sortes de façons. Dans la tétralogie pseudo-biographique, à la fin de l'œuvre de Sandrard, il y a de nombreux moments d'admirable invraisemblance, que l'on pense par exemple dans L'homme foudroyé à la merveilleuse description de la propriété de banlieue qui appartient à Paquita, la gitane mexicaine, merveilleux quand on lit ça. C'est un texte d'une poésie étonnante, avec tous ces pavillons, dont celui qui est donné à Sandrard pour qu'il puisse écrire. Dans un tel contexte, ce qu'il dit est toujours reçu comme en grande partie fictif. D'ailleurs, les gens qui connaissaient l'œuvre de Le Rouge à l'époque ne se doutaient pas des liaisons qu'il avait pu avoir avec Sandrard. Au bout de quelques années donc, Lacassin s'attaque à ce passage, essaye de savoir s'il est véridique et quel serait le volume de Sandrard ainsi découpé dans les textes de Le Rouge. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il le trouve. Il découvre qu'il s'agit de documentaires au pluriel, dont 41 poèmes sur 44 proviennent, grâce à toutes sortes de manipulations d'ailleurs, du mystérieux docteur Cornelius de Gustave le Rouge. Pour comprendre le niveau où les choses se tiennent, il est nécessaire de lire un ou deux de ces poèmes, de voir quelle est leur relation avec l'avant-texte de Le Rouge. Voici le premier poème de documentaire, Roof Garden. Pendant des semaines, les ascenseurs ont hissé des caisses de terre végétale. Enfin, à force d'argent et de patience, des bouquets s'épanouissent, des pelouses d'un vert tendre. Attends, je vais plutôt prendre un autre passage. Vancouver. 10 heures du soir viennent de sonner, à peine distinctes dans l'épais brouillard qui ouate les docks et les navires du port. Les quais sont déserts et la ville livrée au sommeil. Donc le geste de versification de Sandrard, c'est quoi? C'est la coupe? Ou c'est l'emprunt? Ou c'est la rémanence de l'image qui, dans la prose, elle, file et est avalée? On longe une côte basse et sablonneuse où souffle un vent glacial, où viennent déferler les longues lames du Pacifique. Cette tache blafarde dans les ténèbres humides, c'est la gare du Canadian, du Grand Tronc, et ces halos bleuâtres dans le vent sont les paquebots en partance pour le Klondike, le Japon et les grandes Indes. Il fait si noir que je puis à peine déchiffrer les inscriptions des rues où je cherche avec une lourde valise un hôtel bon marché. Tout le monde est embarqué, etc. Un petit bout de Gustave le Rouge, dans lequel Sandrard a pioché, et d'un large geste il montrait la mer lointaine où allaient et venaient les fanaux des navires, la géante statue de bronze de la liberté qui domine la rade et l'énorme panorama de la ville coupé de ténèbres épaisses et de lumière crue,
La veille du départ, le vieux savant et les 2 milliardaires se trouvaient seuls sur une des terrasses du magnifique jardin de la villa, etc., etc., etc. Ce geste de réinvention de l'image dans la prose, pour fabriquer une expérience tout autour du monde entier, que Sandrard, d'un autre côté, a fait. Mais ça, c'est écrit dans la cambuse des vieux paquebots où il parlait des trucs en 3e classe. Par contre, le rouge, lui, on le voit dans L'Homme foudroyé, une espèce de pavillon minable, merdouilleux qu'il habitait, là, vers, dans ce qui est devenu aujourd'hui, non pas Bondy, mais ces coins, là, maintenant, du 9-3, avec ces étendues de boue, de lotissement qui poussent, la famille nombreuse, tout ça. Ici, la manipulation est si forte que je renonce à la détailler. Beaucoup de vers sont ajoutés. Il est certain que pour 41 poèmes, Sandrard a presque dit la vérité, Lacassin, etc. Autrefois, Butor, on estimait qu'écrire, c'était ajouter du texte à du papier blanc. De même, autrefois, on estimait que construire, c'était mettre un bâtiment sur un terrain auparavant vide. Donc, un terrain sur lequel une maison était bâtie valait beaucoup plus cher que celui sur lequel il n'y en avait pas encore. Tout le travail de construction devait être payé, retrouver son salaire. Mais aujourd'hui, dans le centre d'une ville, le terrain atteint des prix faramineux. Il est toujours déjà bâti. Si l'on veut construire quelque chose, on est obligé de détruire ce qui est déjà là. Il faut reconstituer un terrain libre. Et lorsque par un hasard extrême, il reste un terrain libre dans un centre urbain, il vaut encore plus cher parce qu'on n'a pas besoin de travail pour détruire ce qui existe déjà. Dans le sud de Manhattan, les quelques terrains libres qui restaient, il y a déjà quelques dizaines d'années, valaient beaucoup plus cher que les gratte-ciel qu'il fallait détruire pour en construire de plus grands encore. Le plus grand faste maintenant pour une banque américaine, c'est de réussir à laisser de l'espace libre, donner un square à la ville. Voilà le sommet du luxe. C'est le vide qui coûte le plus cher parce que ce vide est conquis ou préservé sur un grouillement et un encombrement considérable. Butor qui continue. Il y a du texte partout. Les murs, ici, sont couverts de texte. Et ils sont accumulés de telle sorte que dans un espace, il puisse y en avoir le plus possible. Nous sommes dans une ville de texte, puisque nous sommes dans une ville d'archives. Et la bibliothèque n'est qu'une partie des archives. Pendant des siècles, on a considéré qu'écrire, c'était ajouter du texte à une page blanche, retour, ou alors il n'a pas fait attention qu'il répétait sa même phrase. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'arriver à la blancheur de la page, parce que le monde est déjà couvert de textes. Si nous écrivons un nouveau livre, c'est un texte qui s'ajoute aux millions de livres déjà existants. Or, il est déjà impossible pour n'importe qui d'entre nous de lire, je ne dis pas tous les chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, mais même tous ceux de la littérature française. Par conséquent, si j'ajoute un livre, j'empêche qu'on lise un chef-d'œuvre. L'activité littéraire a changé de nature. Elle est plus proche de la sculpture que de la peinture. Celle-ci est encore considérée comme le fait d'ajouter de la couleur à un support considéré comme vide, tandis que la sculpture consiste, la plupart du temps, à prendre un bloc et à lui enlever un certain nombre de fragments. Dans la pratique révélée par Documentaire, nous avons une poésie sur le mode de la sculpture. On part de textes qui existent déjà. Or, ceci est la figure d'un processus beaucoup plus général. Nous écrivons toujours, non seulement à l'intérieur d'une langue, mais d'une littérature. Nous travaillons dans une bibliothèque. Nous sommes entourés de textes serrés les uns contre les autres, que pour la plupart, nous ne connaissons pas. Écrire va donc consister à prendre des mots qui existent déjà dans ces livres, des phrases, et à les agencer de telle sorte qu'ils creusent un espace autour d'eux. C'est parce qu'on écrit que la page devient blanche. Et c'est cette blancheur conquise qui va introduire de l'air dans la cave de la littérature existante. Le nouveau texte ouvre des fenêtres à l'intérieur du mur des livres. Dans Documentaire, le mystérieux docteur Cornelius sert de matière première. Les 2 derniers textes sont également découpés dans le journal d'une chasse à l'éléphant, publié dans une revue belge. Pour un seul, on ignore quel est le texte d'arrière-fond. Pourquoi Sandrard a-t-il révélé ce qu'il appelle sa supercherie littéraire? S'il n'avait rien dit dans L'Homme foudroyé,
personne ne serait allé chercher l'origine des textes de documentaires à l'intérieur du mystérieux docteur Cornelius, même si l'on s'était mis à lire ce mystérieux docteur Cornelius à cause de l'éloge dithyrambique que Sandrard en fait par ailleurs dans le même volume, même si on lit plusieurs fois ce roman, amusant mais fort long, la matière utilisée par Sandrard y est tellement dispersée qu'il est impossible de l'apercevoir si l'on n'est pas prévenu. Et pourquoi le dire incomplètement ? Il nous parle d'une vingtaine de poèmes, alors qu'ils sont 41, et qu'il y en a 2, au moins, d'une autre origine. Il ne nous dit même pas qu'ils viennent du mystérieux docteur Cornelius, alors qu'il parle beaucoup de ce livre. Là, Butor parle sur le parallèle avec Raymond Roussel. Je termine avec juste un petit passage, là. Sandrard nous dit qu'il voulait faire plaisir à Gustave le Rouge en lui révélant sa supercherie. Il l'a sûrement épaté. Mais ne l'aurait-il pas fait bien davantage s'il avait publié sa procédure pendant que celui-ci était encore en vie? Pourquoi avoir attendu sa mort? C'est évidemment parce que sa présence aurait gêné ce qu'il voulait faire. Il ne lui aurait été que trop facile de dire « En fait, il a peut-être pris des matériaux dans mes textes, mais il les a considérablement transformés. Ce n'est pas du Gustave le Rouge. » Or, précisément, ce que Sandrard veut pouvoir nous dire librement, c'est que c'est du Gustave le Rouge. Sans préméditation, mais la façon dont j'ai l'impression d'être chez moi quand je pars dans ces improvisations.